Mon frère exige que je paie son loyer car il démissionne. Je refuse et signe pour un travail à l'étranger. Ma mère me fait alors du chantage, pas de Noël si je ne co-signe pas son prêt de 156 €. J'ai annulé toutes les factures à mon nom. 36 appels manqués au réveil. Je m'appelle Eve Dubois et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé devoir choisir entre ma sécurité financière et ma famille. Le texto de mon petit frère, Rémi, a illuminé mon téléphone un lundi matin, je démissionne. Tu couvriras mon loyer. Après des années à le sortir du pétrin, quelque chose en moi a finalement cédé. J'ai tapé 3 mots qui allaient tout changer, paie-le toi-même. Je n'avais aucune idée que ces mots mèneraient à un exil familial, une guerre financière et, finalement, à ma liberté. J'ai grandi dans une banlieue résidentielle proprette près de Lyon, dans un joli pavillon avec des volets bleus et une pelouse parfaitement entretenue que mon père, Philippe, bichonnait chaque week-end. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille française parfaite. Mais à l'intérieur de ces murs, ma mère, Sylvie, dirigeait tout d'une main de fer, en particulier les finances. Chaque euro qui entrait ou sortait de notre foyer passait par ma mère. Mon père gagnait un salaire décent en tant qu'ingénieur, mais il ne demandait jamais où allait l'argent. Il lui remettait son chèque de paie et elle lui donnait de l'argent de poche. Cela me semblait normal quand j'étais enfant. Je pensais que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Rémi est arrivé quand j'avais 4 ans. Dès son arrivée, il était clair qu'il occupait une place spéciale dans le cœur de notre mère, une place que je n'aurais jamais. Il avait ses cheveux au beurre ondulés et son sourire charmant, tandis que je tenais de mon père avec des cheveux blonds raides et des yeux bleus sérieux. Plus que les différences physiques, cependant, c'étaient les règles qui étaient différentes pour nous. Quand j'avais 10 ans, je voulais rejoindre l'équipe de foot. On n'a pas les moyens pour des activités frivoles, a dit ma mère. 2 semaines plus tard, Rémi voulait une console de jeux coûteuse. Elle est apparue sous le sapin de Noël avec une douzaine de jeux. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance. Mes demandes nécessitaient des économies, un budget ou était simplement refusé, tandis que celle de Rémi était satisfaite sans question. Ève est la responsable, disait ma mère aux proches lors des réunions de famille, comme si c'était un compliment plutôt qu'un fardeau. Elle comprend la valeur de l'argent. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que je devais tout mériter, tandis que tout était donné à Rémi. Au lycée, j'avais complètement intégré ce rôle. J'étudiais sans relâche, sachant qu'une bourse était mon seul billet pour l'université. Ma mère avait été claire, il n'y avait pas d'argent pour des études coûteuses, du moins pas pour moi. J'ai cumulé les petits boulots, économisé chaque euro et postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. Le travail acharné a payé lorsque j'ai reçu une bourse d'excellence complète pour Sciences Po Paris. Le soir où j'ai reçu ma lettre d'admission, mes parents nous ont emmenés dîner pour fêter ça. On a toujours su que tu en étais capable, a dit ma mère, avant de détourner immédiatement la conversation vers les notes médiocres de Rémi et le fait qu'il n'avait tout simplement pas encore trouvé sa passion. L'université a été mon premier goût de liberté. Être à des centaines de kilomètres de la maison m'a permis de respirer pour la première fois. J'ai étudié la finance et l'économie, déterminé à comprendre la chose qui avait été utilisée pour me contrôler toute mon enfance. Pendant ce temps, Rémi a obtenu son bac avec des notes moyennes et s'est inscrit en IUT. Il a tenu un semestre avant de décider que ce n'était pas pour lui. Il a ensuite essayé une formation technique, qu'il a abandonnée après 3 mois. Un travail dans l'entreprise de construction de notre oncle, qu'il a quitté après 2 semaines parce que c'était trop dur pour son dos. Chaque nouveau départ était célébré par mes parents. Chaque abandon était accueilli avec compréhension et soutien. Il se cherche, disait ma mère. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention, j'ai accepté un poste dans un cabinet de conseil à Paris. La distance avec Lyon était intentionnelle. J'avais besoin d'espace pour construire ma propre vie, libre de la dynamique familiale qui avait défini mon enfance. Au cours des 10 années suivantes, j'ai bâti une carrière réussie en tant qu'analyste financière. J'ai remboursé mes prêts étudiants, constitué un fonds d'urgence et commencé à investir pour ma retraite. J'avais un petit mais élégant appartement dans le Marais, de bons amis et une trajectoire de carrière en constante progression. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en contrôle. Puis les appels ont commencé. Rémi avait besoin d'argent pour une réparation de voiture. Rémi avait besoin d'une caution pour un nouvel appartement. Rémi devait rembourser une carte de crédit avant que le taux d'intérêt n'explose. Chaque fois, je me disais que ce serait la dernière. Chaque fois, je transférais l'argent avec un nœud grandissant dans l'estomac.
Le plus frustrant n'était même pas la demande de Rémi. C'est que ces prêts n'étaient jamais rediscutés. Pas de merci, pas de plan de remboursement, pas même la reconnaissance que c'était arrivé. Si jamais j'abordais le sujet, ma mère intervenait. Il traverse une période difficile en ce moment où la famille, c'est fait pour s'entraider, Ève. Ne sois pas égoïste. Noël dernier a été le point de rupture. Je suis rentré à la maison avec une montre de luxe pour mon père et une écharpe de créateur pour ma mère. Rémi a donné à tout le monde des coupons faits maison pour du temps de qualité parce qu'il était un peu à court d'argent en ce moment. Pendant le dîner, ma mère a passé 20 minutes à faire l'éloge de Rémi pour un entretien qu'il avait décroché dans une agence de marketing. Il a un tel talent naturel pour créer des liens avec les gens, s'est-elle extasiée. Ça pourrait vraiment être le début de quelque chose de grand pour lui. Quand j'ai mentionné que j'étais pressenti pour un poste à l'international qui ferait considérablement avancer ma carrière, ma mère a froncé les sourcils. Mais tu serais si loin. Et pour fonder une famille? Tu ne rajeunis pas, Ève. Je suis retourné à Paris avec une lourdeur familière dans la poitrine et j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute le lendemain. Le docteur Lambert m'a aidé à voir ce à quoi j'avais été aveugle toute ma vie. Ma famille utilisait la manipulation financière comme une forme de contrôle, et j'avais encouragé cela. Les limites, a dit le docteur Lambert lors de notre 3e séance, ne sont pas seulement émotionnelles. Les limites financières sont tout aussi importantes dans les relations. J'ai passé les 6 mois suivants à travailler sur ces limites. De petits pas au début, prendre plus de temps pour répondre aux demandes financières, demander des plans de remboursement, suggérer des solutions alternatives qui n'impliquaient pas mon compte en banque. Chaque petit acte de résistance était physiquement douloureux. La culpabilité était écrasante, la peur du rejet paralysante. Et puis est arrivé le texto qui allait tout changer. Les lundis matins m'étaient sacrés. Je me levais à 5h30, allais courir le long de la Seine, et rentrais chez moi pour savourer une tasse de café dans un silence paisible avant le début de la semaine de travail. Ce rituel me donnait clarté et concentration pour les défis à venir. Ce lundi de septembre en particulier, je venais de m'installer sur mon balcon avec mon café fumant quand mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas le regarder. Une autre limite sur laquelle j'avais travaillé était de ne pas être constamment disponible pour tout le monde. Mais quelque chose m'a dit de regarder. Le texto venait de Rémi. Salut Serette, grande nouvelle. J'ai quitté ce job de marketing stupide. Le patron était un vrai con. Bref, j'aurais besoin que tu couvres mon loyer pendant quelques mois le temps que je trouve mieux. C'est 2200 € par mois. Dis-moi quand tu peux envoyer le premier paiement. Je fixais l'écran, mon café oublié. Le culot désinvolte de ce message m'a coupé le souffle. Pas une question, pas une demande, juste une supposition que j'enverrais l'argent. 2200 € par mois pendant quelques mois le temps qu'il trouve mieux. Mes doigts planaient sur le clavier, mon cœur s'emballait. C'était différent des demandes d'urgence. Ce n'était pas une voiture en panne ou une facture médicale imprévue. Il avait choisi de quitter son travail sans en avoir un autre. Il me demandait de financer un choix de vie. À ce moment-là, je me suis souvenu des 3 derniers prêts importants que je lui avais accordés. Il y a 8 mois, 3000 € pour des réparations de voiture après qu'il ait percuté une glissière de sécurité en textant. Il y a 14 mois, 4500 € pour rembourser des dettes de carte de crédit qu'il avait accumulées en achetant du matériel de jeu et des vêtements de marque. Il y a 20 mois, 6000 € pour la caution et le premier mois de loyer de son appartement de luxe, le même appartement qu'il s'attendait maintenant à ce que je paie. Aucune de ces sommes n'avait jamais été remboursée, pas un seul euro. Et le voilà qui demandait 2200 € par mois, pour une durée indéterminée. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une profonde inspiration. La voix du docteur Lambert résonnait dans mon esprit. Que diriez-vous à un client qui viendrait vous voir avec cette situation? Quel conseil financier lui donneriez-vous? La réponse était claire. Ce n'était pas de l'aide. C'était de la complaisance, et ça devait cesser. Mes mains tremblaient quand j'ai repris le téléphone. J'ai tapé 3 mots, paie-le toi-même. Puis j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. 3 petits points sont apparus immédiatement. Rémi était en train d'écrire. Puis est venu le barrage. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai besoin d'aide maintenant. T'es sérieuse? C'est juste de l'argent. T'en as plein. Maman va être tellement déçue de toi. Je croyais que la famille était censée s'entraider. Très bien,
je vais finir à la rue alors. C'est ce que tu veux. Chaque message était une flèche parfaitement pointée sur mes insécurités et mes peurs les plus profondes. La culpabilité était écrasante, menaçant de me noyer. Mon doigt planait sur le téléphone, prêt à tout reprendre, à m'excuser, à envoyer l'argent, juste pour que cette horrible sensation cesse. Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai mis dans un tiroir et je me suis préparé pour le travail. J'avais une réunion importante ce matin-là. Ma patronne avait laissé entendre qu'il y avait quelque chose de grand à discuter, et je devais être concentré. La réunion était prévue à 10 heures dans la salle de conférence vitrée surplombant les toits de Paris. Ma patronne, Jeanne, était déjà là quand je suis arrivé, avec le directeur des opérations internationales. Mon cœur a raté un battement. Ève, a dit Jeanne avec un sourire, nous avons été incroyablement impressionnés par votre travail ces dernières années. Comme vous le savez, nous développons notre bureau de Londres, et nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise pour aider à diriger l'équipe d'analyse financière là-bas. Ce serait une mission de 2 ans avec une augmentation de salaire significative et une prime de déménagement. Nous aurions besoin que vous commenciez en janvier. L'opportunité pour laquelle j'avais travaillé pendant des années m'était enfin offerte. Une chance de faire mes preuves sur la scène internationale, d'assumer de plus grandes responsabilités, de construire quelque chose de nouveau. J'aimerais accepter le poste, je me suis entendu dire avant même d'avoir entièrement traité l'offre. Je suis prête pour ce défi. Jeanne a semblé surprise de ma réponse immédiate. Vous ne voulez pas prendre un peu de temps pour y réfléchir? En discuter avec votre famille peut-être? Non, ai-je dit avec une fermeté inattendue. C'est ma décision. Je veux ce poste. Alors que nous passions en revue les détails du poste, une étrange sensation de légèreté a commencé à se répandre en moi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais une décision majeure basée uniquement sur ce que je voulais, sans considérer comment cela affecterait ma capacité à soutenir Rémi ou à plaire à ma mère. À la fin de la journée, j'avais signé le contrat préliminaire. Mes mains étaient stables alors que j'écrivais mon nom sur la ligne pointillée. La peur était toujours là, mais elle était éclipsée par quelque chose de nouveau, la fierté. La fierté d'avoir choisi ma propre voie. En rangeant mon bureau pour rentrer chez moi, j'ai finalement vérifié mon téléphone. 12 appels manqués, 5 de Rémi, 7 de ma mère. 23 textos, 2 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'ai appelé ma meilleure amie, Sophie, et lui ai demandé si elle voulait dîner avec moi. Nous sommes allés dans notre restaurant italien préféré et avons commandé du champagne. À Londres, a trinqué Sophie, et à Ève, qui se met enfin en premier. J'ai entrechoqué mon verre contre le sien et j'ai souri. C'est terrifiant et merveilleux à la fois. C'est comme ça que tu sais que c'est la bonne décision, a-t-elle dit. Et ne t'inquiète pas pour ta famille. Ils s'adapteront. Je n'en étais pas si sûr. Mais pour une soirée, je me suis permis de célébrer sans culpabilité. Demain serait bien assez tôt pour faire face aux conséquences. Les conséquences sont arrivées plus tôt que prévu. Quand je suis rentré à mon appartement après le dîner, un autre texto m'attendait. Celui-ci était de ma mère. N'espère même pas rentrer pour Noël tant que tu ne te seras pas porté garante pour le prêt professionnel de 150 000 € de Rémi. Il a besoin de cette opportunité et tu essaies de ruiner sa vie en refusant de l'aider. Je t'ai mieux élevé que ça, Ève. 150 000 €. Un prêt professionnel. Se porter garante. Les mots se sont brouillés sur l'écran alors que la panique inondait mon système. Il ne s'agissait plus seulement de couvrir un loyer. Il s'agissait de me lier légalement à une dette massive pour quelqu'un qui n'avait jamais rien mené à terme dans sa vie. J'ai appelé ma mère immédiatement, ma célébration oubliée. Quel prêt professionnel, ai-je exigé quand elle a répondu. Rémi a l'opportunité de racheter un bar dans le centre-ville, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. C'est un emplacement merveilleux et le propriétaire actuel est prêt à vendre pour un prix très raisonnable. Mais Rémi a besoin d'un garant pour le prêt puisqu'il n'a pas beaucoup d'historique de crédit. C'est seulement 150 000 €. Seulement 150 000 €. Elle a dit ça aussi nonchalamment que si elle me demandait de lui avancer 5 € pour un café. Il n'a jamais travaillé dans un bar, ai-je dit. Il n'a aucune expérience des affaires. Il vient de quitter son travail. Comment cela pourrait-il être un bon investissement? Ne sois pas si négative, a sèchement répliqué ma mère. Rémi a de la vision. Il voit des possibilités là où les autres voient des problèmes.
C'est un don rare. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant 20 minutes. Chaque argument logique que j'avançais était rejeté. Chaque préoccupation que je soulevais était attribuée à la jalousie ou à l'égoïsme. Au moment où j'ai raccroché, je tremblais de colère et d'anxiété. Ce n'était pas un nouveau schéma. Ma mère avait utilisé la manipulation financière comme contrôle tout au long de ma vie. Quand j'ai décidé de me spécialiser en finance plutôt qu'en enseignement comme elle le souhaitait, elle a menacé de ne plus me rendre visite à l'université. Pourquoi devrions-nous gaspiller de l'argent en essence pour voir quelqu'un qui ne valorise pas notre avis, avait-elle dit. J'avais changé pour faire une double licence en finance et en enseignement pour l'apaiser, prenant des crédits supplémentaires chaque semestre à un coût personnel énorme. Quand j'ai eu mon premier appartement à Paris et que j'ai refusé de lui donner une clé pour les urgences, elle a retenu mes souvenirs d'enfance, prétendant qu'il n'y avait plus de place dans leur maison pour stocker mes babioles. J'ai dû payer un vol de dernière minute et une voiture de location pour récupérer des cartons qui étaient restés intacts dans leur grenier pendant des années. L'argent et les biens matériels n'étaient jamais que de l'argent et des biens matériels dans ma famille. Ils étaient un levier, un contrôle, un pouvoir. Je me suis assise sur mon canapé dans le noir, luttant pour respirer alors que des vagues de panique me submergeaient. C'était de la violence financière, réalisais-je. Le docteur Lambert avait introduit le terme lors de nos séances, mais j'y avais résisté, pensant que cela semblait trop extrême. Maintenant, je le voyais clairement. J'ai appelé Sophie, qui est venue immédiatement avec de la glace et du vin. « Tu ne peux pas te porter garante pour ce prêt », a-t-elle dit fermement après que je lui ai expliqué la situation. « Tu le sais, n'est-ce pas ? Si Rémi fait défaut, ce qui, soyons honnêtes, est probable vu son historique, tu seras responsable de la totalité du montant. » « Je sais, ai-je murmuré. Mais elle menace de me couper de la famille. Plus de vacances, plus de contacts. Sophie m'a pris les mains. Ève, écoute-moi. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Une vraie famille ne met pas de telles conditions à sa relation. Après le départ de Sophie, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable. En tant qu'analyste financière, je savais exactement à quel point il serait risqué de garantir un prêt de cette taille. Cela affecterait mon ratio d'endettement, pourrait potentiellement affecter ma capacité à obtenir un logement à Londres. Et si Rémi faisait défaut, cela dévasterait mon crédit et ma sécurité financière pendant des années. Mais il y avait autre chose qui me tracassait. J'ai commencé à chercher quels autres liens financiers me liaient encore à ma famille. Les résultats étaient choquants. Je payais le forfait mobile familial, les 4 lignes. Je payais les abonnements Netflix, Disney+ et Canal+ qu'ils utilisaient tous. J'étais toujours répertorié comme le moyen de paiement d'urgence sur le compte Amazon de mes parents. Ma mère avait une carte secondaire pour l'un de mes comptes de carte de crédit ou pour les urgences. Je payais les contrats d'assistance auto pour mes parents et Rémi. La liste était encore longue. De petits prélèvements mensuels que j'avais mis en place au fil des ans, puis oubliés ou que je me sentais trop coupable d'annuler. Additionnés, ils s'élevaient à des centaines d'euros chaque mois. Alors que je réalisais à quel point j'étais encore financièrement lié à ma famille, quelque chose s'est durci en moi. Si ma mère voulait jouer la carte de la confrontation financière, je pouvais jouer aussi. J'avais appris de la meilleure, après tout. Avec une précision méthodique, j'ai commencé à tout annuler. Je me suis retiré du forfait mobile familial après avoir transféré mon numéro sur un nouveau compte. J'ai annulé tous les abonnements de streaming. J'ai retiré ma carte de chaque compte. J'ai appelé la société de carte de crédit et j'ai annulé la carte secondaire. À chaque annulation, je me sentais à la fois plus légère et plus lourde. Plus légère parce que je me libérais de la manipulation financière. Plus lourde parce que je savais quelle serait la réponse. À 2 heures du matin, j'avais démêlé toutes les connexions financières que je pouvais trouver. Les seules choses que je ne pouvais pas annuler immédiatement étaient les engagements à long terme comme les polices d'assurance, que j'ai noté de traiter pendant les heures de bureau. J'ai complètement éteint mon téléphone avant d'aller me coucher. Demain apporterait la tempête, et j'avais besoin de tout le repos possible avant de l'affronter. Je me suis réveillé à 6 heures du matin au son insistant de mon téléphone fixe, un téléphone que je gardais principalement pour les urgences professionnelles. Quand j'ai répondu, la voix fatiguée de mon père s'est fait entendre. « Ève, ta mère et ton frère sont hors d'eux. Ils ont essayé de te joindre toute la nuit. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai éteint mon téléphone.
J'avais besoin de dormir. Pourrais-tu s'il te plaît le rallumer? Ils ont besoin de te parler. La culpabilité dans sa voix a serré ma poitrine, mais j'ai tenu bon. Papa, je le rallumerai dans un moment, mais d'abord j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne me porterai pas garante pour ce prêt. C'est financièrement irresponsable, et je ne me laisserai pas manipuler. Il y a eu une longue pause. Je sais, a-t-il finalement dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais tu sais comment est ta mère. Et Rémi. Il est convaincu que ce bar est sa grande chance. Papa, est-ce que quelqu'un a vu un business plan, des prévisions de revenus? Quelque chose qui suggère que c'est une entreprise viable plutôt qu'une autre des impulsions de Rémi? Ton frère a de la vision, Ève, a-t-il dit, répétant les mots de ma mère. La vision ne rembourse pas les prêts, ai-je répondu. Je dois aller travailler maintenant. J'appellerai plus tard. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'ai été accueilli par 36 appels manqués, des dizaines de textos et plusieurs messages vocaux. Les appels provenaient principalement de ma mère et de Rémi, mais il y en avait aussi plusieurs de tantes, donc les mêmes de ma cousine Manon, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les messages vocaux allaient de la colère de Rémi, « Tu te comportes vraiment comme une sale », aux larmes de ma mère, « Comment as-tu pu faire ça à ton frère, à ta famille ?» En passant par la plaidoirie calme de mon père, « S'il te plaît, appelle ta mère, on peut arranger ça. » La découverte la plus dérangeante fut un message de groupe que ma mère avait envoyé à notre famille élargie. Demande de prière, Ève a abandonné son frère dans le besoin et refuse de l'aider à assurer son avenir. Elle a également coupé notre service de téléphonie mobile et d'autres nécessités par vengeance et sans préavis. S'il vous plaît, contactez-la et aidez-la à se souvenir de l'importance de la famille. Mes mains tremblaient de colère en lisant le message. La déformation flagrante des faits, l'humiliation publique, la mobilisation de la famille pour me mettre la pression. C'était de la manipulation à son paroxysme. Les appels des proches ont commencé à arriver immédiatement. Ma tante Martine, la famille, c'est fait pour s'entraider, Ève. Mon oncle Stéphane, ta mère est complètement désemparée. Mon cousin Marc, mec, aide juste Rémi. Ce n'est pas si grave. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ma version des faits. Pas un seul n'a remis en question si se porter garant pour un prêt à 6 chiffres était une demande raisonnable. Ils avaient reçu leurs ordres de ma mère et ils les suivaient sans poser de questions. J'ai de nouveau mis mon téléphone en silencieux et je suis allé travailler. Le bureau est devenu mon sanctuaire, un lieu où les décisions étaient prises sur la base de données et de logique, pas de manipulation émotionnelle. Où ma valeur était mesurée par mes contributions, pas par ma conformité. J'ai réussi à me concentrer sur mon travail jusqu'en début de soirée, quand mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », dit-elle, l'air mal à l'aise. « Il dit qu'il est votre frère et que c'est une urgence. » Rémi ne m'avait jamais rendu visite au travail auparavant. Il ne savait même pas où se trouvait mon bureau. Il devait être désespéré pour me retrouver ici. Je sors, ai-je dit, ne voulant pas amener le drame familial dans mon bureau privé. Rémi se tenait à la réception, l'air à la fois en colère et suffisant. Il portait une veste en cuir coûteuse que je n'avais jamais vue et un jean de marque. Pas l'apparence de quelqu'un en grande difficulté financière. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit quand il m'a vu. En privé. Je l'ai conduit dans une petite salle de conférence et j'ai fermé la porte. « Comment savais-tu où je travaille ? Maman a appelé ton amie Sophie et a prétendu qu'elle avait besoin de t'envoyer quelque chose d'important. L'atteinte à ma vie privée a fait bouillir mon sang, mais j'ai gardé un visage neutre. Que veux-tu, Rémi ? Ce que je veux ? Je veux retrouver ma sœur. Celle qui se souciait de sa famille. Tu es devenu une sorte de robot sans cœur. Maman pleure tout le temps. Et tu t'en fiches. Je m'en soucie beaucoup, ai-je dit doucement. Mais je ne garantirai pas un prêt de cette taille pour une entreprise dans laquelle tu n'as aucune expérience. Tu penses que je ne peux pas le faire, a-t-il dit, le visage rouge. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. Ce n'est pas vrai. Mais je pense que tu as tendance à commencer des choses et à ne pas les finir, et cela fait de toi un emprunteur à haut risque. Maman a dit que tu avais plein d'argent, a-t-il rétorqué. Elle a dit que tu es juste égoïste. Voilà. Ma mère m'avait dépeinte comme la riche, celle qui refuse d'aider, celle qui a des ressources à revendre. Il était temps de corriger ce récit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes dossiers financiers.
Regarde ça, Rémi. Ce sont mes prêts étudiants que je rembourse encore. Ça, c'est mon loyer. Ça, ce sont mes cotisations retraite. Ça, c'est mon fonds d'urgence. Et ça, c'est ce que je vous ai envoyé, à toi, maman et papa, au cours des 5 dernières années. Il a fixé l'écran, son expression passant de la colère à la confusion. Mais maman a toujours dit. Maman dit beaucoup de choses. Elles ne sont pas toutes vraies. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Les premières fissures apparaissant dans le récit qu'on lui avait servi toute sa vie. Pendant un bref instant, j'ai cru que nous pourrions avoir une percée. Puis ma mère est entrée. À ce jour, je ne sais pas comment elle a passé la sécurité du bâtiment, mais soudain, elle était là, son visage un masque d'indignation vertueuse. C'est donc ici que tu te caches pour éviter tes responsabilités familiales, a-t-elle dit, regardant la salle de conférence avec dédain. Maman, regarde ça, a dit Rémi en montrant l'écran de mon ordinateur. Eve nous envoie de l'argent depuis tout ce temps et elle rembourse encore des prêts étudiants. Ma mère a à peine jeté un coup d'œil à l'écran. Ta sœur gagne beaucoup d'argent. Elle peut se permettre de t'aider. Elle choisit de ne pas le faire parce qu'elle a toujours été jalouse de notre relation. Et voilà, le moment de clarté avait disparu. Le visage de Rémi s'est de nouveau durci alors qu'il se rangeait à la version de la réalité de ma mère. La dispute a rapidement dégénéré. J'ai essayé de rester calme et rationnel, expliquant pourquoi garantir le prêt était financièrement imprudent, mais ma mère a déformé chaque mot. Quand j'ai mentionné que je déménageais à Londres, elle a agi comme si j'avais gardé le secret pour les blesser plutôt que d'avoir accepté le poste la veille. Tout mon corps tremblait d'anxiété, mais j'ai tenu bon. Finalement, ma mère a lancé son ultimatum. Soit tu te portes garante pour le prêt et tu montres que tu es engagé envers cette famille, soit tu ne fais plus partie de cette famille. C'est aussi simple que ça. La salle de conférence est tombée dans le silence. Rémi avait l'air mal à l'aise mais ne l'a pas contredite. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Alors je suppose que je ne fais plus partie de la famille. Le visage de ma mère est devenu vide de choc. Elle n'avait jamais anticipé que je me choisirais plutôt que son approbation. Dans sa vision du monde, cette option n'existait pas. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle dit. Si, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le pensais. Je vous aime tous, mais je ne serai plus manipulé. Ni avec l'argent, ni avec la culpabilité, ni avec les liens familiaux. Je les ai raccompagnés hors du bâtiment en silence. Alors que nous atteignions la rue, ma mère s'est tournée vers moi une dernière fois. Tu le regretteras, a-t-elle dit. Quand tu seras toute seule dans un pays étranger sans famille vers qui te tourner, tu réaliseras ce que tu as gâché. Je les ai regardés s'éloigner, me sentant à la fois vidé et étrangement paisible. Le pire était arrivé. Ils avaient joué leur carte ultime, l'exclusion de la famille, et j'avais survécu. Le lendemain, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Ma mère a posté un appel sincère à la prière pour sa fille perdue, qui a tourné le dos à sa famille dans le besoin. Elle ne m'a pas nommé directement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Les commentaires ont afflué, offrant leur soutien à ma pauvre mère et condamnant l'égoïsme de la fille anonyme. Rémi a été plus direct, postant un coup de gueule sur les sœurs privilégiées qui se croient trop bien pour leur famille et comment certaines personnes aiment juste plus l'argent que les gens. Il m'a identifié au début, puis a retiré l'identification quand certains de mes amis ont commencé à remettre en question sa version des faits. Sophie et mes autres amis proches se sont ralliés autour de moi, contrecarrant le récit là où ils le pouvaient, mais surtout en offrant soutien et validation. C'est une dynamique familiale narcissique classique, m'a dit mon ami Michel, un psychologue, pendant un dîner. Quand le bouc émissaire arrête de jouer son rôle assigné, tout le système entre en crise. J'ai commencé à voir que mon rôle dans la famille avait toujours été celui de la pourvoyeuse, la responsable, celle sur qui on pouvait compter pour céder sous la culpabilité et l'obligation. En refusant de jouer ce rôle, j'avais perturbé tout le système familial. Le contre-coup était douloureux mais prévisible. À l'approche de décembre, je me suis plongé dans les préparatifs du déménagement à Londres. L'équipe internationale m'avait trouvé un appartement meublé à Notting Hill, et j'étais en train de décider quoi emporter, quoi stocker et quoi vendre ou donner. Trier mes affaires est devenu un voyage émotionnel inattendu. Chaque objet semblait lié à un souvenir ou à une personne, me forçant à affronter la réalité de ma rupture familiale encore et encore. La boîte en bois sculptée que mon père m'avait fabriquée pour mes 16 ans, celle où je gardais mes bijoux spéciaux.
La décoration de Noël que ma grand-mère m'avait donnée avant de décéder. Le t-shirt de concert délavé que Rémi et moi avions acheté ensemble au premier concert où nous étions allés sans parents. Le docteur Lambert m'a aidé à traiter le deuil qui accompagnait chaque découverte. Vous ne faites pas que préparer un déménagement, a-t-elle observé. Vous triez les morceaux de votre ancienne vie et décidez ce qui mérite une place dans votre nouvelle vie. Dans nos séances, nous avons parlé de la différence entre couper les ponts et établir des limites. De la possibilité de reconstruire des relations sur des bases plus saines à l'avenir. Du deuil de la famille que j'aurais aimé avoir plutôt que celle que j'avais réellement. La rupture familiale est une forme de perte particulière, a-t-elle dit. C'est ambigu parce que les gens sont toujours là, vivant leur vie. Vous pleurez une relation qui existe encore mais qui est devenue nuisible. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu un texto inattendu de mon père me demandant de le rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café à mi-chemin entre mon appartement et son hôtel. J'ai été surprise d'apprendre qu'il était à Paris pour affaires et ne me l'avait pas dit. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, les rides autour de ses yeux plus profondes, ses épaules légèrement voûtées. Nous avons commandé un café et sommes restés assis dans un silence gêné pendant quelques minutes. Ta mère ne sait pas que je suis là, a-t-il finalement dit. Elle ne comprendrait pas, j'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu ne veux pas garantir ce prêt. C'est beaucoup d'argent, et le bilan de Rémi n'est pas fameux. Il a baissé les yeux sur son café. J'ai essayé de le dire à ta mère, mais elle ne veut rien entendre. Pourquoi le pousse-t-elle autant, ai-je demandé, la question qui m'avait hanté toute ma vie trouvant enfin sa voix. Mon père a soupiré lourdement. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ta mère. Son père, ton grand-père, a tout perdu quand elle était adolescente. Il avait investi toutes les économies de la famille dans une entreprise qui a fait faillite. Ils sont passés d'une situation confortable à presque sans abri du jour au lendemain. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Ma mère parlait rarement de son enfance. Elle a dû abandonner ses études, prendre un travail de serveuse pour aider à soutenir la famille. Je pense qu'elle est terrifiée que Rémi finisse comme ça. Alors elle me pousse à le soutenir, te pousse à le soutenir, essaie de s'assurer qu'il aura toujours un filet de sécurité. Mais elle crée la dépendance même qu'elle craint, ai-je dit. Je sais. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux fatigués mais clairs. J'ai été complice, moi aussi. C'était plus facile de suivre ses exigences que de lui tenir tête. Je n'en suis pas fier. Il a hésité, puis a continué. Il y a autre chose que tu devrais savoir. La maison. Elle n'est pas payée comme elle l'a toujours prétendu. Il y a une deuxième hypothèque et plusieurs dettes de carte de crédit. Elle emprunte sur la valeur de la maison depuis des années pour donner de l'argent à Rémi pour ses diverses entreprises. La révélation m'a choqué. Ma mère, qui m'avait fait la leçon sur la responsabilité financière toute ma vie, qui avait scruté chacun de mes achats et critiqué mes dépenses inutiles, avait secrètement accumulé des dettes. Est-ce que Rémi est au courant, ai-je demandé. Non, ta mère ne veut pas qu'il s'inquiète. Il a ri sans joie. Elle ne veut pas qu'il se sente comme un fardeau. Alors que nous continuions à parler, j'ai réalisé que mon père était aussi une victime de la manipulation financière de ma mère, bien qu'il ait été complice de sa propre soumission. Il avait abandonné son autonomie financière il y a des décennies et se sentait maintenant impuissant à la récupérer. Pourquoi ne pars-tu pas, lui ai-je demandé doucement. Il a semblé surpris par la question. C'est ma femme. Nous sommes ensemble depuis 35 ans. Mais es-tu heureux? Il n'a pas répondu directement. À notre âge, on s'installe dans des habitudes. Les briser est un défi. En nous quittant, il m'a serré fort dans ses bras. Je suis fier de toi, Ève, de t'être défendue, d'avoir créé une vie selon tes propres termes. J'aurais dû faire la même chose à ton âge. La rencontre avec mon père m'a laissé avec des émotions mitigées. De la compassion pour mes 2 parents, pris dans un schéma dysfonctionnel qu'aucun des 2 ne semblait capable de briser. De la colère face à des décennies de manipulation. De la tristesse pour ce qui aurait pu être dans une dynamique familiale plus saine. Cela m'a aussi laissé avec un dilemme, rentrer ou non à la maison pour Noël malgré l'interdiction de ma mère. Sophie et mes autres amis à Paris m'ont invité à me joindre à leur célébration de fin d'année. La famille choisie est toujours la famille, a insisté Sophie. Nous avons eu un charmant dîner de pré-Noël où nous avons échangé des cadeaux, bu un peu trop de vin et parlé de tout sauf de ma situation familiale.
mais à l'approche du réveillon de Noël, je me suis senti de plus en plus attiré par l'idée de rentrer à la maison une dernière fois avant de déménager à Londres. Non pas pour céder aux exigences de ma mère, mais pour dire au revoir à la maison qui, malgré tout, m'avait façonné, pour avoir une forme de clôture. La nuit précédant mon départ prévu, assise sur mon lit, entouré de cartons à moitié faits, j'ai pris ma décision. J'irai, non pas avec des cadeaux coûteux et des excuses, mais avec des présents modestes et réfléchis et des limites fermes. J'ai acheté à mon père une édition reliée en cuir du dernier livre de son auteur de polar préféré. Pour ma mère, une petite aquarelle du jardin du Luxembourg au printemps. Pour Rémi, un livre de business sur l'entrepreneuriat qui m'avait aidé au début de ma carrière. En montant dans l'avion pour Lyon le lendemain matin, j'ai ressenti un curieux mélange d'appréhension et de détermination. Quoi qu'il arrive au cours des prochains jours, je l'affronterai en tant que la personne que j'étais maintenant, pas la fille docile que l'on m'avait appris à être. Le taxi m'a déposé devant la maison de mon enfance à 16h le soir du réveillon de Noël. La maison était décorée aussi richement que toujours, des lumières soulignant chaque détail architectural, une couronne géante sur la porte et les casse-noisettes grandeur nature flanquant les marches d'entrée que ma mère sortait chaque année. Je suis resté sur le trottoir un long moment, rassemblant mon courage avant de monter les marches. J'avais une clé, mais j'ai choisi de sonner à la place. Ce n'était plus ma maison. J'étais une visiteuse maintenant. Mon père a ouvert, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Ève, tu es venue. » Il m'a attiré dans une étreinte serrée, murmurant, « Ta mère ne savait pas que tu venais. » Je suis entré dans la maison. Les odeurs familières de pain et de cannelle ont fait remonter un flot de souvenirs. Ma mère était dans la cuisine, le dos tourné, arrangeant des biscuits sur un plat de service. Rémi était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Regardez qui est là », a annoncé mon père, sa voix trop enjouée. Ma mère s'est retournée, son visage passant rapidement du choc à la colère, puis à un sourire forcé. « Ève, quelle surprise !» Rémi a levé les yeux, son expression indéchiffrable. « Salut !» La tension dans la pièce était palpable. Ma mère s'est essuyé les mains sur son tablier, ses mouvements raides. « Eh bien, je suppose que tu peux aider à mettre la table pour le dîner. Nous avons des invités qui arrivent dans 1 heure. Pas de « comment vas-tu » Pas de « tu m'as manqué ». Juste directement à l'attribution de tâches comme si j'étais une servante en retard plutôt que sa fille. J'ai posé mon petit sac de cadeaux. J'ai apporté ça pour vous tous. Rien de cher, juste quelques petites choses qui, je pensais, pourraient vous plaire. Ma mère a regardé le simple papier cadeau avec un dédain à peine dissimulé. Quelle attention! Je vais les mettre sous le sapin. La soirée s'est déroulée avec une politesse exquise alors que la famille élargie arrivait pour le traditionnel dîner du réveillon. Tante Christine, la sœur de ma mère, l'oncle Robert et leurs 3 enfants, le frère de mon père, Franck, et sa femme Julie. Tout le monde engageait une conversation guindée, évitant soigneusement toute mention du drame familial qui avait clairement circulé dans des appels téléphoniques et des textos feutrés. Je pouvais sentir leurs yeux curieux sur moi tout au long du dîner, se demandant si j'étais la méchante que ma mère avait dépeinte. Se demandant quel genre de fille refuse d'aider son frère. Se demandant pourquoi j'étais même là, si j'étais si égoïste et insensible. Le point de rupture est survenu pendant le dessert. Ma mère, peut-être enhardie par son 2e verre de vin, s'est raclé la gorge pour attirer l'attention. Puisque nous sommes tous réunis en famille, a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton de martyr que je connaissais si bien, je veux vous remercier tous pour vos prières et votre soutien pendant cette période difficile. Comme vous le savez, Rémi a une merveilleuse opportunité professionnelle, mais certaines personnes n'ont pas été disposées à l'aider à poursuivre ses rêves. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le silence dans la pièce était assourdissant. Quelque chose en moi a cédé. Des années de sentiments refoulés, le ressentiment, la blessure, la colère sont remontés à la surface. Mais au lieu de l'explosion émotionnelle que ma mère espérait clairement provoquer, j'ai parlé calmement et clairement. Je pense qu'il est temps de parler de la manipulation financière dans cette famille. Le visage de ma mère a pâli. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Ève. En fait, puisque vous en avez parlé devant tout le monde, je pense que c'est exactement le moment et l'endroit. Pendant des années, on a attendu de moi que je sorte Rémi du pétrin chaque fois qu'il avait besoin d'argent. J'ai payé des factures de téléphone, des services de streaming et des dépenses d'urgence sans me plaindre. Mais garantir un prêt de 150 000 € dépasse les bornes. Et quand j'ai refusé,
on m'a dit que je n'étais plus la bienvenue dans cette famille. Les expressions choquées autour de la table m'ont dit que la version des faits de ma mère avait été considérablement modifiée. Ce n'est pas vrai, a balbutié ma mère. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas la bienvenue. J'ai juste dit que les actions ont des conséquences. Tu m'as littéralement envoyé un texto pour me dire de ne pas rentrer pour Noël à moins que je ne garantisse le prêt, ai-je dit. C'étaient tes mots exacts. Rémi, qui était resté inhabituellement silencieux, a soudainement pris la parole. Maman, tu lui as vraiment dit ça? Le visage de ma mère a rougi. J'étais en colère. Elle sait que je ne le pensais pas littéralement. En fait, ai-je dit, je pense que tu le pensais très littéralement. Tout comme tu le pensais quand tu as dit à Rémi que j'avais plein d'argent et que je pouvais facilement me permettre de le soutenir. Ce qui n'est pas vrai, comme je le lui ai montré quand il est venu à mon bureau. Rémi a regardé notre mère. Ève m'a montré ses finances. Maman, elle rembourse encore des prêts étudiants. Elle n'est pas aussi riche que tu le dis. Un murmure a parcouru la table. Le récit soigneusement construit de ma mère commençait à s'effondrer. Eh bien, elle gagne bien plus qu'assez pour aider son frère, a insisté ma mère. Elle a toujours été égoïste avec son argent. C'est pour ça que tu ne m'as jamais parlé de la deuxième hypothèque sur la maison, ai-je demandé doucement. Ou des dettes de carte de crédit? Parce que je suis l'égoïste avec l'argent? La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers mon père. Tu lui as dit ça? Comment as-tu pu? Tante Christine, qui avait écouté attentivement, s'est penchée en avant. Sylvie, as-tu des problèmes financiers dont tu ne nous as pas parlé? Bien sûr que non, a dit ma mère rapidement. Juste un petit prêt immobilier pour quelques rénovations. Rien d'inquiétant. Ce n'est pas petit, et ce n'était pas pour des rénovations, a dit mon père, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. C'était pour couvrir les entreprises ratées de Rémi et ses frais de subsistance. C'est plus de 100 000 € maintenant. La pièce a éclaté en conversation confuse. Au milieu de tout ça, tante Christine a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête. Plus tard, elle me dirait qu'elle avait déjà vu ce schéma. C'était ainsi que notre grand-mère avait contrôlé la famille aussi, en utilisant l'argent comme levier, en créant la dépendance, en punissant l'indépendance. Ta mère l'a appris de sa mère, m'a-t-elle dit, tout comme ta grand-mère l'a appris de la sienne. La manipulation financière est l'héritage familial des femmes de notre famille depuis des générations. Alors que la vérité se déversait sur la table de la salle à manger ce réveillon de Noël, j'ai regardé le visage de ma mère passer par un cycle d'émotions, colère, peur, défi, et finalement une vulnérabilité dévastatrice. Pour la première fois, je ne la voyais pas comme la matriarche toute-puissante qui avait contrôlé ma vie, mais comme quelqu'un de meurtri par son propre passé, perpétuant des schémas qu'elle ne savait pas comment briser. Maman, ai-je dit quand la pièce s'était un peu calmée. Je comprends maintenant pourquoi tu as si peur que Rémi finisse comme grand-père, en perdant tout. Mais ne vois-tu pas qu'en le rendant dépendant des aides, tu ne lui apprends pas à être financièrement stable? Tu lui apprends à compter sur les autres plutôt que sur lui-même. J'essaie juste de l'aider, a-t-elle dit, sa voix faible. Je sais, mais il y a de meilleures façons d'aider. Je me suis tourné vers Rémi. Et tu dois comprendre que je tiens profondément à toi, mais je ne peux pas être ton distributeur de billets personnels. Ce n'est bon pour aucun de nous deux. Rémi avait l'air embarrassé, mais a hoché la tête. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à ton bureau, sur ma tendance à tout laisser tomber. Tu n'as pas tort. Ce n'était pas une reconnaissance complète de son rôle dans le dysfonctionnement, mais c'était un début. Le reste de la soirée fut tendu, mais étrangement cathartique. Les secrets de famille qui avaient couvé dans l'ombre étaient enfin exposés à la lumière. Ma mère s'est retirée tôt dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Mon père, l'air à la fois épuisé et soulagé, m'a remercié d'être venu. Il fallait que ce soit dit, a-t-il murmuré. Tout. Je ne suis pas resté à la maison cette nuit-là. J'avais réservé une chambre d'hôtel en ville, anticipant que j'aurais peut-être besoin d'un terrain neutre. En m'éloignant de la maison de mon enfance, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de libération. La confrontation avait été douloureuse mais nécessaire. La vérité avait été dite, mais les dommages causés à nos relations pourraient être irréparables. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé Sophie pour la mettre au courant. On dirait que tu as tenu bon, a-t-elle dit fièrement. Comment te sens-tu? Comme si je m'étais perdu et retrouvé en même temps, ai-je répondu.
Je suis triste de la tournure des événements, mais je ne regrette pas d'avoir dit ce qui devait être dit. C'est ça, grandir, a-t-elle dit. Une croissance douloureuse et magnifique. 3 mois plus tard, j'étais installé dans mon appartement londonien, un lumineux 3 pièces à Notting Hill avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer le peu de soleil que le temps anglais permettait. Mon travail au bureau international était stimulant de la meilleure des manières, me poussant à élargir mes compétences et ma perspective. Je m'étais fait quelques amis au travail et je construisais lentement une vie dans cette nouvelle ville. La transition n'avait pas été sans difficulté. Déménager dans un autre pays signifiait naviguer dans de nouveaux systèmes, des différences culturelles et la solitude profonde qui accompagne parfois le fait d'être loin des lieux et des visages familiers. Il y avait des jours où je remettais en question ma décision, des nuits où je restais éveillé, regrettant le confort d'un environnement connu. Mais il y avait aussi des moments d'exaltation, se promener dans Regent's Park par un matin frais, découvrir une petite librairie nichée dans une rue pavée, réussir à naviguer dans le métro sans se perdre. De petites victoires qui me rappelaient pourquoi j'avais fait ce saut. Ma relation avec ma famille évoluait de manière inattendue. Mon père et moi avions des appels vidéo hebdomadaires, des conversations qui semblaient plus honnêtes et égales que toutes celles que nous avions eues auparavant. Il avait commencé à voir un thérapeute lui-même, travaillant sur des décennies de passivité et de codépendance. J'aurais dû te défendre davantage, m'a-t-il dit lors d'un appel, que ce soit quand tu grandissais ou ces dernières années. Je suis désolé pour ça. Tu étais pris dans sa toile aussi, papa, ai-je dit. Nous l'étions tous. Ma mère et moi avions des contacts limités. Elle avait envoyé un bref email après mon déménagement, formel et distant, ne faisant aucune mention de notre confrontation de Noël. J'ai répondu avec la même brièveté, laissant la porte ouverte à une communication future sans trop m'avancer. La guérison, si elle devait avoir lieu, prendrait du temps et des changements de comportement des deux côtés. La plus grande surprise fut Rémi. 1 mois après Noël, il avait trouvé un travail dans une agence de marketing sans aucune aide de la famille. Il avait déménagé dans un appartement plus petit qu'il pouvait se permettre seul. Il avait commencé à voir un thérapeute aussi, commençant à déballer la façon dont notre dynamique familiale avait façonné ses attentes et son comportement. Je n'avais jamais réalisé à quel point maman me couvait, a-t-il dit lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Ou à quel point elle te mettait la pression pour que tu sois la responsable. Ce n'était juste pour aucun de nous deux. Il était toujours Rémi, impulsif, charismatique, légèrement égocentrique, mais il y avait une nouvelle prise de conscience en lui, une volonté d'examiner son rôle dans le système familial qui me donnait un espoir prudent pour sa croissance. La paix financière que je ressentais était peut-être le changement le plus profond. Pour la première fois de ma vie d'adulte, chaque euro que je gagnais était vraiment à moi. Il n'y avait pas d'appels inattendus pour des fonds d'urgence, pas de demandes chargées de culpabilité pour des prêts qui ne seraient jamais remboursés. Je pouvais budgétiser, économiser et dépenser selon mes propres priorités sans l'anxiété constante que la crise financière de quelqu'un d'autre ne fasse dérailler mes plans. Je venais de rentrer du travail un vendredi soir de fin mars quand mon téléphone a sonné avec un appel vidéo de Rémi, un événement inhabituel. Devine où je suis, a-t-il dit quand j'ai répondu. L'arrière-plan montrait ce qui ressemblait à un terminal d'aéroport. Aucune idée, ai-je répondu, perplexe. À Heathrow. Je suis à Londres. Son visage était illuminé d'excitation. Visite surprise. J'ai économisé pour le billet moi-même. Je suis resté momentanément sans voix. C'était si différent de l'ancien Rémi qui se serait attendu à ce que je finance un tel voyage. C'est. Waouh, c'est incroyable. Quand as-tu prévu ça? J'économise depuis 3 mois, a-t-il dit fièrement. Depuis Noël. Je voulais te montrer que je peux faire des choses par moi-même. J'ai eu une bonne affaire sur le vol. J'ai trouvé une auberge de jeunesse pas chère. Je ne m'attends pas à rester chez toi ou quoi que ce soit. Je pensais juste que ce serait cool de voir où tu vis maintenant. Peut-être dîner ensemble ou quelque chose comme ça. Nous nous sommes retrouvés dans un pub près de mon appartement, tous les deux un peu gauches au début, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, nous avons trouvé un rythme plus facile, partageant des histoires et des observations sans l'ombre de notre mère entre nous. Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit après sa 2e pinte. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité toutes ces années. Prendre ton argent, m'attendre à ce que tu me sortes du pétrin, me mettre en colère quand tu ne le faisais pas.